Eh bien bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est une autre édition de la revue des Grandes Unes. Nous sommes mardi, c'est le deuxième jour de la semaine. Sur le terrain à découvrir dans le journal quand les candidats en commençant notamment par Paul Biya boycottent aussi la cérémonie du Conseil constitutionnel à Yaoundé, la poste centrale sous haute surveillance à Douala, ambiance morose et patrouille donc des forces de l'ordre à Bafoussam, les hommes en tenue prêts donc à toute éventualité à Bafang précisément, les résultats sans objet, le tableau complet notamment des résultats dans cette édition donc à lire dans le journal qui parle également de paysage politique désormais. La répartition de la carte est connue au vu des nouveaux résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel. Donc, à l'issue de ça, de la présidentielle, le paysage politique se redessine finalement en page 9. Et puis Albert Zongan, donc traqué par la police, le conseiller stratégique du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, est donc la cible des hommes en tenue depuis 2 jours. C'est en page 8 du journal La Nouvelle Expression. Et puis, parlant de la diplomatie, les États-Unis ignorent la victoire de Paul Biya. Le département d'État américain, réagit après notamment à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. C'est ce que dit le journal La Nouvelle Expression également ce matin. Et puis, le Messager parle de rebelote avec Kamto Maurice. Biya n'a pas gagné, c'est ce qu'il dit dans une vidéo surabondamment partagée sur les réseaux sociaux. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit ne pas se reconnaître dans les chiffres rendus publics hier par le Conseil constitutionnel. C'est à lire en page 2. Le journal parle également de gouvernance vers un nouveau septennat de navigation à vue avec 11,28% de suffrage. Le chef de l'État sortant rempile dans un environnement où prospère la corruption, l'enfumage et bien entendu la politique même, des slogans creux face donc à un peuple impuissant. C'est en page 3 de ce journal disponible. L'intégration qui est dans les kiosques parle de la présidentielle 2018 avec les résultats donc et bien sûr des controverses d'un scrutin, c'est ce que dit le journal. Chiffres, défis et bien entendu perspectives au terme d'une élection envoûtée et envoûtante, c'est ce que dit le journal Intégration de ce matin. Le même journal parle également de la libre circulation avec le régime de visa à l'arrivée se généralise donc en Afrique. C'est ce que dit également le journal en page 11 à découvrir dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et puis le jeune enquête avec d'autres informations que je vous invite à lire, notamment la crise à l'église évangélique du Cameroun en page 6 et 7 du journal Le Jeune Enquêteur. Et puis Kalara qui parle également de la présidentielle du 7 octobre 2018 fait savoir que l'écrasante victoire de Biya contestée par Maurice Kamto, comment l'agrégé de droit a piégé le Conseil constitutionnel, les résultats obtenus par chacun de 9 candidats et puis la déclaration même du candidat du MRC appelant à la résistance, bien entendu les défaillances donc du système électoral mis en nu à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal Kalara qui est disponible dans les kiosques ce matin. Et on parle également des révélations aussi, comment l'avocate d'Amatutu Mouna manipule la justice contre Akerimuna. C'est ce qu'on lit également en page 11 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et puis le journal indépendant parle de Paul Biya, le choix du peuple, les premières leçons du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier qui a tenu en haleine d'ailleurs l'opinion nationale et internationale. Dossier à lire de la page 2 à la page 7 de ce numéro. Et puis on parle de contentieux post-électoral également dans le journal. Intégralité des décisions du Conseil constitutionnel à lire en page 3. Le journal indépendant. Et puis Info Matin parle également de Paul Biya réélu, effervescence hier à Ayos, et aussi les femmes de Douala Premier font la fête ce 22 octobre. C'était hier également après la proclamation des résultats. C'est de la page 5 à la page 7 du journal Info Matin. Et puis le journal La Météo qui parle également de cette même date du 22 octobre. Les Bamboutos fêtent Paul Biya. C'est une stratégie en tout cas de Ngannou Messi, porte-parole, qui porte bien sûr ses fruits aujourd'hui. Donc la proclamation des résultats du scrutin du 7 octobre dernier, proclamé hier par le Conseil constitutionnel, qui a donné lieu à des explosions de joie à Bouda, Bacham et bien d'autres localités de cette partie du pays, notamment à l'ouest. À lire donc également en page 4 du journal. Et on parle également du paiement électronique des frais exigibles, près de 6 milliards déjà collectés, selon bien sûr le ministre des enseignements secondaires, qui est revenu également sur le sujet ce matin, donc le journal La Météo, disponible dans les kiosques aussi. On va découvrir également dans la presse, disponible dans les kiosques, notamment Cameroun Tribune, qui met à sa une Paul Biya, la force
de la victoire. C'est le grand titre du journal. Et allez donc découvrir ce que le journal propose. Tout un dossier sur le processus électoral et bien entendu la proclamation des résultats. Découvrir dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de ce matin. Le journal aussi Émergence qui est disponible dans les kiosques s'intéresse à la même actualité, parlant notamment des forces et des faiblesses et même les résultats officiels dans les 58 départements que compte le Cameroun. Le Conseil constitutionnel qui a rendu public donc hier sa copie et qui a confirmé la victoire du président Paul Biya avec 71,28%. Maurice Kamto refuse notamment de reconnaître donc cette victoire et il refuse également de tourner la page. Lui, il sait qu'il a gagné. C'est à lire dans le même journal Émergence ce matin. À lire également dans la plupart des tabloïds, notamment les journaux essentiels à la une, avec 71,28%. Paul Biya, il reste donc à Etoudi, précisément. C'est pour parler justement de cette localité, de cette bâtisse, en fait, que l'on réside, que tout le monde sollicite depuis pratiquement plusieurs années aujourd'hui. Bonjour, téléspectateurs des Finances Télévision. Très bien. Avec vous le savez déjà, et puisque vous avez parcouru quelques tabloïds ce matin, le plat de résistance, c'est notamment les résultats, en tout cas, du scrutin du 7 octobre dernier, rendu public hier par le Conseil constitutionnel. Chaque tabloïd est allé de sa sensibilité pour trouver un titre. Paul Biya, ça c'est la nouvelle expression, réélu, un triomphe sans gloire, c'est ce que dit le journal. Et le Messager parle donc d'une gouvernance vers un nouveau septennat de navigation à vue. À la suite de tout cela, Info Matin parle donc de Paul Biya réélu, effervescence hier à Ayos, et bien entendu les femmes de Douala Premier aussi qui font la fête, entre autres. Nous en sommes aujourd'hui au jour d'après. Parce qu'il fallait bien, tout le monde appréhendait ce jour-là, tout le monde appréhendait le lendemain de la proclamation des résultats, même si certains savaient très bien que la victoire était acquise, parce que nous ne faisons pas d'illusions. On savait très bien avec les tendances qui se dessinaient, avec même les réalités sur le terrain, on savait que la victoire du ADPC était inéluctable. Mais les titres ce matin, comme vous le dites, c'est chacun qui va de son prêchi-prêcha et de sa sensibilité, pendant que la nouvelle expression estime que Paul Biya a triomphé sans gloire. Bon, ça veut dire peut-être qu'il a triomphé sans péril. Et Cameroun Tribune lui titre la force de la victoire, pendant que d'autres sont certainement en train de persister que c'est la victoire de la force. Non, ce matin, c'est chaque journal. La mutation parle d'une victoire au gouffre de fête. Voilà, c'est chacun qui qualifie cette victoire selon sa sensibilité, comme vous le dites. Bon, il faut respecter ses sensibilités. On va pas empêcher les gens de réagir comme leur conscience. Mais pourquoi ces titres de toute façon? Mais ces titres, c'est en fonction, je vous l'ai dit, de la sensibilité. Pendant que, par exemple, le Messager est en train de dire que Kamto Maurice Biya n'a pas gagné, vous allez voir Info Matin ou bien les journaux qui sont peut-être publiés de l'autre côté, du côté de la capitale de Yaoundé, qui multiplient les titres dithyrambiques en disant que Paul Biya était le plus beau, la victoire du peuple, parce qu'il y a un journal qui a dit la victoire du peuple et tout ça. Donc c'est chacun qui perçoit cette victoire-là selon son prisme. Bon, ce matin, il fallait s'attendre à cela, il faut accepter ça comme cela. Oui, mais il faut faire une lecture quand même de cette titraille. On parle, pour le Messager, Kamto Maurice Biya n'a pas gagné, c'est ce qu'il dit, c'est ce que dit le journal. Mutation qui parle d'une victoire au goût de défaite, un peu comme si ce n'était pas une victoire véritablement méritée. Écoutez, il y a une constance qui se dégage dans les différents titres qu'on a dans la presse ce matin, c'est qu'il n'y a pas d'effervescence au Cameroun. Je lis la une d'Info Matin, Paul Biya réélu, effervescence hier à Ayos. Pour quelqu'un qui a été élu sur l'ensemble du territoire, je ne sais pas ce que ça représente, la météo, effervescence, je crois, les Bamoutos fêtent Paul Biya, voilà, c'est exactement ce qui est dit. Alors, l'élection présidentielle, c'est la mère des élections dans tous les pays. Deuxième élément, vous avez observé, comme d'autres journaux, qu'il n'y a pas eu de grands diplomates hier au palais des congrès à la proclamation de ces résultats. Pas de Gilles Thibault, l'ambassadeur français, pas de Peter-Henri Ballerin, l'ambassadeur américain. Ce sont des éléments qui, sur le plan diplomatique, sont tellement expressifs qu'on ne peut ne pas en parler. Alors, on peut interpréter ça comme on veut, mais l'absence de ces diplomates, des diplomates des grands du monde. Vous savez que les États-Unis et la France sont des membres du Conseil, sont des membres permanents du Conseil de sécurité. Lorsque les représentants légaux de ces États-là sont absents, lors d'une cérémonie aussi importante que la proclamation des résultats dans un pays, ça peut ne pas être loin d'un signe de désaveu
pour l'opération électorale qui vient de se dérouler. Très bien. Et puisque vous avez parlé de la diplomatie, la nouvelle expression qui parle de ce matin fait savoir que les États-Unis ignorent la victoire de Paul Biya. Non, il faut pas lire les titres entre les lignes. Les États-Unis n'ont pas ignoré les États-Unis, ont félicité le peuple camerounais. Ça veut dire que les États-Unis avaient l'œil. Mais est-ce que les États-Unis même avaient envoyé des observateurs sur le terrain pour voir comment se sont déroulées les élections? Les États-Unis ont regardé ces élections de loin, en regardant comme tout le monde. Donc on ne peut pas dire que nous devons tenir compte de l'avis des États-Unis en estimant que oui, les États-Unis ont félicité Paul Biya, les États-Unis ont décrié. Les États-Unis ont dit qu'il y a un certain nombre d'irrégularités qui ont été constatées, et ça c'est vrai. Personne ne peut le nier. Cela a été établi de façon plus ou moins objective, mais ils disent que ce qui est important, c'est le sentiment des États-Unis par rapport au climat de paix et surtout comment on peut appeler ça, de maturité qui a régné au Cameroun pendant toutes les élections. C'est vrai qu'il y a eu des petites tensions qui ont fait craindre que justement il pouvait y avoir quelque chose, et c'est pour ça que je rejoins, ou plutôt je ne suis pas très d'accord avec l'avis de Brice qui dit que non, hier à Douala c'était comme on créait un coup d'État. Non, le problème c'est un problème de sécurité. Les gens chargés de la sécurité sont là pour veiller à toute éventualité, et toute éventualité ce n'est pas veiller. On a simplement observé que hier, depuis avant-hier, en tout cas peut-être aujourd'hui ici, c'était un peu plus dense que d'habitude. Mais c'était forcément dense. Vous savez très bien ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, qui a appelé les gens à descendre dans la rue. Une présomption d'inobjectivité qui se dégageait déjà avant que la décision ne soit rendue. Donc on a estimé que le Conseil avait déjà sa décision avant qu'il ne soit saisi. Quoi qu'il en soit, on voit bien que la composition, d'abord la nomination des membres incombe au président candidat, qui a donc tous les coups de France. C'est vrai, sur proposition du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais lorsque le Conseil, qui doit se prononcer sur la régularité d'une élection, est composé de gens qui sont proches du chef de l'État, proches de son parti, ça peut poser quand même quelques soucis. Lorsque les gens craignent qu'il y ait des descentes dans la rue, pour qu'il y ait des descentes dans la rue, il faut qu'il y ait des éléments. Surtout que il faut qu'il y ait des éléments de contestation sur ce qui a été fait. Depuis quelques jours, quelques semaines, vous observez que il y a les appels à la paix, à dire non à la déstabilisation. Je sais d'où elle viendrait, tel que c'est prévu dans la loi. L'ECAM n'a pas pu le faire. Sur la publication de la liste des électeurs à 4 jours avant le scrutin, l'ECAM n'a pas pu le faire. On attendait du Conseil constitutionnel qui est chargé, d'après ses statuts, les statuts 2004 qui régit le fonctionnement, les missions du Conseil, on attendait du Conseil qu'il se prononce au moins sur ces éléments qui sont factuels et qui sont connus de tous. Le Conseil n'a pas besoin d'attendre que les candidats de l'opposition posent des questions sur relèvent des éléments d'irrégularité. Son rôle, c'est de veiller à la régularité des scrutins. Sur les éléments factuels comme ceux-là, qui sont constatables par les partis à la fois de l'opposition et du pouvoir, on attendait que le minimum soit dit en termes de droit au Conseil constitutionnel. Lorsque ça n'a pas été fait, il est tout à fait compréhensible que les uns et les autres estiment que les moyens, les voies d'une alternance démocratique sont totalement brouillées et qu'il faut peut-être penser à autre chose. Alors, tout Camerounais devrait se poser la question, au vu de ce déploiement des forces de l'ordre à tous les niveaux, tous les grands carrefours, les grandes villes, pourquoi faire? Non. Flavien Valonongo, vous avez lu les réseaux sociaux et vous avez entendu ce qui se disait dans les quartiers. Il y avait même une sorte de climat de psychose qu'on était en train il y a même des gens qui ont dit que non, lundi c'est l'île morte. Demander tout simplement la récusation du Conseil constitutionnel. Vous vouliez qu'on fasse quoi? Puisque ça, c'est le Conseil constitutionnel est l'instance suprême qui est là pour juger les contentieux électoraux. Vous vouliez qu'on dise, ok, nous récusons, et le Conseil constitutionnel allait faire quoi? On allait annuler l'élection? Non, soyons sérieux, ne restons pas dans des revendications stériles. Restons, tout cela a été dit, tout cela a été retenu. Il y a des choses vraies là-dedans, il y a des choses vraisemblables, il y a aussi des choses qui sont inutiles. Là où on est aujourd'hui, on n'est plus à discuter qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui a perdu, qui n'a pas perdu. Le problème est que, moi j'ai entendu Kabal Libi ce matin qui a dit que ce qui est important aujourd'hui de faire, c'est de regarder devant et maintenant de comprendre qu'est-ce qui a empêché l'opposition de gagner. Qu'est-ce qui a empêché l'opposition de gagner? Vous allez dire tout ce que vous voudrez. Allez par exemple dans l'extrême nord, de la Damawa à l'extrême nord. Il y a combien de bureaux de vote dans lesquels l'opposition avait envoyé des scrutateurs?
Dans combien de bureaux de vote? Dans les 1250 bureaux de vote. Soyons sérieux. Alors pourquoi ne voulez-vous pas qu'on puisse même faire des trépatouillages si il n'y avait personne pour scruter? Mais Flavien, laissez-moi terminer. Je dis que nous n'en sommes plus aujourd'hui au plaidoirie sur ce que l'opposition a fait, sur ce que Elikam n'a pas fait, sur ce que... Moi, je pense que ce qui est passé est passé. Monsieur Paul Biya est aujourd'hui face à sa responsabilité. Mais il est normal de faire le point. Non, on fait le point, on l'a suffisamment fait aujourd'hui. Il faut passer à autre chose. Il faut maintenant poser la question de ce qui attend Paul Biya. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire de sa victoire? Parce que le tout, c'est pas de gagner. Qu'est-ce qu'il fera donc? Attendez, moi je ne suis pas du RDPC. C'est là où le Camerounais devrait se diriger. Qu'est-ce qu'il va faire de sa victoire? Parce que les Camerounais ont posé des problèmes. Tout le monde sait ce qui ne va pas au Cameroun et on attend. Et lui-même encore plus. Des solutions à tout. Je dis, il devrait comprendre que lui, aujourd'hui, il gagne une 7e élection. Hein? Ce qui commence à faire beaucoup. Mais qu'il avait parmi ceux qui étaient face à lui, deux candidats qui avaient 1 et 2 ans. Au moment où il prenait le pouvoir en 1982. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que pendant les 36 ans, aussi aujourd'hui, il est face à son petit-fils. Et son petit-fils qui est en train de poser des problèmes que tous les Camerounais, donc tous les Camerounais attendent la résolution. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Ce n'est pas aujourd'hui de commencer à qualifier la victoire ou la défaite et d'ergoter sur les dysfonctionnements. Kabra Dibi, par exemple, moi j'ai énormément apprécié sa froideur ce matin. Quand il dit que l'une des tares, l'une des choses qui ont fait que l'opposition n'a pas pu gagner, c'est que les gens n'étaient même pas inscrits sur les listes électorales. Si les gens s'étaient inscrits... Si vous avez un pays où l'arbitre du jeu électoral, c'est le Conseil constitutionnel et l'ensemble des membres, les 11, sont nommés par un compétiteur et donc est susceptible d'être jugé parti. Vous voulez que c'est les États-Unis qui les nomment? Si vous avez un pays où Elections Cameroun, qui est chargé de publier par exemple les listes des bureaux de vote et des votants 8 jours avant, il ne le fait pas et qu'on n'est pas à mesure de sanctionner cela. Si vous avez un pays où il y a un ensemble d'irrégularités et de griefs sur le processus électoral et qu'on bloque quasiment le débat sur la question, il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, les gens aient ras-le-bol et qu'ils s'expriment d'une certaine manière. Lorsque, je l'ai dit, la machine de l'alternance, lorsque les voies démocratiques sont bloquées, c'est John Kennedy qui le disait, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend les révolutions violentes possibles. Donc, il faut faire ce débat et c'est ça la question la plus importante qui va se présenter à nous. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de liesse populaire. Je rappelle qu'il y a quelques mois, au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a été élu avec quelques 40% de voix par là. Le chiffre exact ne me revient pas, mais c'était surtout de 40%. Mais on a vu la liesse populaire qu'il y avait. Et bien parce qu'il y a eu compétition électorale, et bien parce qu'il y a un cadre institutionnel crédible, consensuel autour duquel les gens s'entendent pour compétir avec les moyens égalitaires. Et on passe une base égalitaire. Mais 2 ans plus tard, on en est au Mali. Certainement que le Cameroun n'est pas le Mali. Non, 2 ans plus tard, on en est avec son histoire. Que le dit que le Cameroun n'est pas le Mali. Je prends un pays africain parce que c'est un pays à niveau de développement comparable. Mais après l'élection... On peut aller plus loin. Après l'élection, il faut faire le débat sur le cadre juridique. Avant, vous parlez de l'opposition. Elle a cet art, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais je dis que le débat sur le cadre juridique se pose avec acuité. Et les gens, en 2018, la culture politique... L'opposition a décrié cet art depuis des années, mais rien Justement. S'il fallait mettre un terme, ne pas partir aux élections, par exemple, non, pas du tout. L'abstention n'est pas un moyen de construction démocratique. Qu'est-ce que ça donne finalement? Le fait que l'opposition ait dénoncé ça depuis longtemps et qu'on n'ait pas suivi, la conséquence, c'est qu'en 2018, les gens sont plus politiquement cultivés et ne sont plus prêts à accepter n'importe quoi. C'est pour ça que les gens fassent ce qu'ils doivent faire. Parce que ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce que l'opposition doit faire aujourd'hui, commencer par reconnaître d'abord cet art, dans la mesure où l'opposition a été incapable de faire inscrire massivement les gens, parce que si les gens avaient été plus inscrits, je pense que le résultat n'aurait pas été celui-là. 1. Et 2, moi je pense que l'opposition aujourd'hui, avec cette défaite
qu'elle vient d'essuyer, ça lui donne maintenant beaucoup plus de force et beaucoup plus de courage pour aller investir l'Assemblée nationale et les mairies, pour pouvoir maintenant avoir la force d'aller discuter sur les revendications quant au processus électoral et tout le reste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que M. Moïse Kamto estime que lui, il a gagné à quel pourcentage? 37%. 37%, c'est à peu près le pourcentage qu'il a eu dans la ville de Douala, où il a battu le RDPC. Et personne ne pensait, il y a 2 mois, que le MRC pouvait battre le RDPC à Douala. Moi, il y a quelque temps, avant l'élection, le prince Kouo Betote Akwa, qui j'ai dit d'ailleurs bonjour ce matin, m'avait dit qu'une chose est certaine, le MRC va faire un raz de marée dans le littoral. Ne vous trompez pas. Il va faire un raz de marée, mais seulement, il y a quand même des bastions où le MRC ne pourra pas passer. Il y a Douala premier, il y a Douala deuxième et Douala sixième. Ça s'est réalisé? Et ça s'est réalisé. Il avait dit Douala premier, Douala sixième et Douala deuxième. Ça s'est réalisé, mais seulement, quand il dit aussi que le MRC est fortement implanté, personne n'y avait cru. Et tout comme personne ne devait voir Cabra Bibi, dont le parti n'avait même pas un an, faire autant de buzz. Donc moi je dis, l'important aujourd'hui c'est de regarder ce qu'on a gagné, et maintenant ce qu'on peut gagner demain. Parce que le plus important là maintenant, c'est l'élection de 2019 qui n'est pas très très loin. À partir de janvier, les gens devront s'inscrire. En s'inscrivant sur les listes électorales, on verra comment, les scrutateurs ne seront pas dans les bureaux de vote, et 2, les gens ne protégeront pas leur vote, et comment ils ne vont pas gagner des sièges à l'Assemblée nationale et dans les mairies. Moi, je pense que c'est à ce niveau que le débat se trouve aujourd'hui, et non plus d'ergoter en regardant le rétroviseur. Très bien. Alors, donc, le journal Le Jeune Enquêteur qui parle des grandes leçons de la présidentielle à tirer désormais. Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, tout le monde devrait tirer des leçons au lendemain de ce qui s'est déroulé. Oui, il y a certainement, il y a beaucoup de leçons à tirer, mais je voudrais, avant de parler des leçons, dire à Camille que j'espère qu'il ne veut pas dire que là où l'opposition est absente, ça signifie que le RDPC doit faire des fraudes. J'espère que c'est pas le cas. Il va pas se gêner. Bon, maintenant, sur les non, mais on ne fait pas des fraudes lorsqu'on est seul quand même. Oh, c'est justement parce que quand on est seul, on a la latitude. Non, mais on a quand même, enfin, selon si vous êtes absent, oui, dans une compétition où il y a question de victoire, la politique. Attendez, vous savez, non, mais vous gagnez aisément sans faire. Ce n'est pas une question de gagner aisément. Je suis en train de vous dire que le RDPC, et moi, je le dis, tout le monde, ça a été décrié, là où les gens ne sont pas, par exemple, aux législatives, les dernières législatives, où sur 85 circonscriptions, le RDPC était sur les 85, présent sur les 85 circonscriptions. Le parti qui était le plus présent, c'était l'UNDP, en étant dans 36 circonscriptions, et ensuite le SDF dans 34. Vous pensez que les autres 50 circonscriptions, où le RDPC était présent tout seul, vous pensez qu'il allait se gêner? D'accord, prenons les grandes leçons en tout cas de la présidentielle. On sait dans le journal enquêteur ce matin, après avoir rappelé quand même les pourcentages des uns et des autres, 71,28% pour le RDPC, pour Paul Biya, bien entendu, Maurice Kamto 14,23%, et les autres également, Cabra Libi 6,28%. Donc c'est dit qu'il faut tirer des leçons avec la montée en puissance du MRC selon le journal, la descente aux enfers du SDF et également de ces chiffres-là. En tout cas, baisse, remontée, baisse. Cette année, c'est en baisse son score. Ça peut signifier sur le plan politique que la légitimité du chef de l'État sortant dégringole au fil des années. La deuxième chose qu'on peut relever comme leçon de cette présidentielle, c'est que la compétition électorale va se renforcer. Elle va se renforcer parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés en scène. Cabra Libi, vous parlez de lui tout à l'heure, qui a porté le mouvement 11 millions de citoyens. Maurice Kamto, qui est une figure nouvelle. Akira Imouna, qui est arrivé. Serge Espoir Matomba. Et l'ensemble de ces jeunes, relativement jeunes qui sont entrés en scène et qui, visiblement, donnent du goût, de l'intérêt et qui suscitent un regain d'intérêt, notamment auprès de la couche de la population jeune. Il y a un autre facteur qu'il faut prendre en considération dans ce regain d'intérêt, c'est la contribution également des réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ont investi la toile et suivent avec une attention accrue. Et même les vieux. Les débats. Le chef de l'État a annoncé sa candidature. Pas de suite. Pas son même son sentiment, pas de suite encore. On peut relativiser. C'est toujours les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'était un tweet davantage politicien qu'autre chose. Mais je dis les jeunes parce que c'est quand même 75% de la population et donc c'est la majorité. Vous savez que le RDPC tire sa force. Notamment du fait que beaucoup de jeunes avaient déserté, parlons à l'imparfait, avaient déserté le champ politique.
le retour de la jeunesse dans le champ politique pourrait être fatal pour le RDPC s'il n'y a pas une réforme interne du parti. Pourquoi? Parce que la jeunesse constitue, on va dire, la principale couche de la population qui est laissée au banc de touche de la gouvernance, visiblement. Chômage, dépravation des mœurs, sous-emploi et tout ce que vous avez. La plupart des problèmes, la majeure partie des problèmes au Cameroun frappe essentiellement des jeunes. On peut comprendre parce que c'est l'essentiel de la population. Donc, ce retour de la jeunesse qui se fait ressentir sur le champ politique va certainement nuire à la santé politique du RDPC si il ne revoit pas ses stratégies. Mais on attend. Les batailles les plus immédiates, ce sont les législatives et les municipales de l'an prochain. Ça va permettre de voir certainement qui vaut quoi sur les jetés politiques. Mais l'autre leçon, c'est évidemment que le plus grand perdant de ce scrutin dans l'opposition, c'est évidemment le Social Democratic Front qui affiche la pire des contre-performances. C'est une descente aux enfers. Oh, oui, c'était le mot. C'est l'une, sinon la pire performance que le parti n'ait jamais enregistrée depuis sa naissance en 90. Avec 3%, c'est historique. Et l'SDF est désormais la troisième force politique de l'opposition derrière le MRC, le Parti Univers. Ça signifie qu'il faut réinventer le SDF. L'investiture de Joshua aussi n'était pas suffisante pour d'abord préserver les acquis et conquérir un nouvel électorat. C'est ce que ça signifie. Alors, le Messager ce matin parle de gouvernance avec ce sous-titre en tout cas, parlant notamment de ce Cameroun vers un nouveau septennat de navigation à vue finalement. Il faut dire que les septennats précédents n'ont pas été très bons. Après avoir recensé tout ce qu'il y a non, comme pour dire la vérité, ils sont nombreux à l'intérieur du RDPC qui avouent que les septennats précédents n'ont pas été forcément particulièrement brillants, il faut le dire. Et nonobstant ceux qui estiment que tout est bien dans le meilleur des mondes, non. On sait très bien que le chômage n'a jamais été aussi pathétique qu'aujourd'hui. Que les jeunes aujourd'hui sont en train, on voit les jeunes, qu'un jeune qui a un BPC ou un baccalauréat qui est en train de vendre des escargots en brochette dans la rue, des filles qui ont un bac ou une licence qui sont en train de faire le callbox. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. La société est complètement sclérosée. Ne parlons pas des grands projets, des grands problèmes de société. Regardez, les gens ont beau dire que c'est les gens qui sont dans l'entourage du chef de l'État, c'est certainement parce que le chef d'État lui-même reste stratosphérique, il reste très haut. Regardez l'accident des ECA, dont le deuxième anniversaire, comme par hasard, est tombé hier. Depuis 2 ans, les wagons dans lesquels des gens sont morts et sous lesquels il y a encore des cadavres n'ont même pas encore été enlevés. Ça veut dire quoi? Il y a des tas de choses qui ne se font pas et on se demande, les gens se disent qu'il faut bien qu'on passe à autre chose. Les gens, je pense que les Camerounais n'ont pas de problème particulier avec M. Paul Biya. Mais ils ont des problèmes avec sa longévité au pouvoir, avec le manque d'agressivité et même de proximité avec la population. Il y a des gens ils sont nombreux, ceux qui estiment que le président Paul Biya n'en fait pas assez pour la crise du sud-ouest et du nord-ouest. On n'anticipe pas sur les actes. Alors, on n'anticipe pas sur les actes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont commis l'erreur de ne pas s'inscrire sur les listes. Si aujourd'hui on est aux opportunités aujourd'hui, après que les ambitions se sont retrouvées, soit terminées en eau de boudin, et que les réalisations, on les voit aujourd'hui, qui ne sont toujours pas vraiment réalisées, je pense qu'il y a une sorte de réinvention du RDPC lui-même. Il y a une sorte du gouvernement. Il faut que le chef d'État lui-même se débarrasse de ces ministres qui sont là autour de lui depuis 15 ans, 10 ans, 15 ans, et les choses n'avancent pas. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être repensées dans le RDPC aujourd'hui, parce que le RDPC a beau gagner, les gens sont en train de boire du champagne et de pas de sagesse que d'expérience. Alors, on parle cette fois de ce nouveau septennat, de navigation à vue, selon le Messager. Oui, c'est une présomption de navigation, au moins à partir des actifs que l'on a et qui sont les seuls éléments objectifs à partir desquels on peut analyser. Le nouveau septennat dont bénéficie officiellement le chef de l'État ne va pas présenter des modèles ou des outils de gestion ou de gouvernance qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que le logiciel du régime du nouveau est connu. Ce sont des éléments comme le clientélisme, la corruption et le mépris vis-à-vis des citoyens. Comment comprendre que on vit la pire catastrophe
ferroviaire de l'histoire du Cameroun, comme le drame des Eka, et que le chef de l'État ne puisse pas se déplacer pour au moins reconforter les familles qui ont été frappées. Donc, je suis tenté de souscrire à la petite une du quotidien Le Messager qui pense qu'on va vers une autre navigation à vue, puisqu'on n'a pas jusqu'ici un calendrier clair des actions qui seront posées à court, à moyen et à long terme. Et en ce moment-là, il n'y a pas de raison d'être optimiste. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer une très bonne journée parce que nous sommes mardi et que la semaine ne fait que commencer. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h20 juste après le journal de 9h sur Equinox. Bonne journée à tous.